Bonjour, aujourd'hui on va voir la leçon sur la dimension et le rang. Il y a la leçon 151 à l'agrégation externe, la leçon 110 à l'interne, beaucoup de choses en commun. Et donc je vais faire un plan, je vais proposer un plan pour cette leçon sur la dimension. Évidemment, c'est vertigineux cette histoire. La dimension, elle existe depuis c'est le point de départ finalement d'un cours d'algèbre linéaire pratiquement. Et ça arrive, on n'arrête pas d'en parler jusqu'en fin de master. Donc, bon, il est important de prendre les choses dans l'ordre. Alors, bon, toujours pareil, je propose un grand 1, la dimension, la grand 2, le rang normal, et grand 3, les applications. Ceci dit, ça n'empêche pas de donner des exemples au fur et à mesure. Bon, les applications, ce sera d'une autre nature. Voilà, alors d'abord, la dimension, il faut insister au moins dans un 6 minutes sur le fait que la dimension est un entier naturel, qui permet donc du coup de faire des récurrences, ça va être important, et aussi, on peut dire c'est lié à l'arithmétique. Alors ça, pour le voir lié à l'arithmétique, il faut atteindre quand même le théorème de la base télescopique. Mais au moins dire que c'est un entier naturel qui va mesurer à l'instar du cardinal dans les ensembles finis. Mais là, on commence dans le grand 1 avec ce qu'on appelle la dimension finie, c'est-à-dire que la dimension n'est pas encore introduite, mais on peut parler quand même de dimension finie. Ça semble paradoxal. La dimension finie, c'est qu'on a une famille génératrice finie de notre espace vectoriel. Alors, il faut savoir définir, bien sûr, libre, générateur, la définition d'une base, évidemment. Et à partir de ce moment-là, on introduit le lemme d'échange, qui va nous donner, alors le lemme d'échange, qui va faire qu'on a entre une partie libre et une partie génératrice la possibilité d'échanger un élément de la partie libre par un élément de la partie génératrice, voilà. Et qui va aboutir au fait que toutes les bases ont même cardinal, mais le problème dans le lemme d'échange, c'est qu'il ne donne pas l'existence d'une base. C'est le théorème de la base incomplète qui nous dit que ça existe. Et du coup, comme les bases existent et qu'elles ont même cardinal, on a une définition de la dimension. À partir de ce moment-là, un espace vectoriel E, une fois qu'on a fixé une base, attention, ce n'est pas un isomorphisme naturel, une fois qu'on a fixé une base, il est isomorphe à un espace vectoriel standard, c'est-à-dire un espace vectoriel qui lui possède une base canonique, c'est K puissance dim de E. Et tout de suite, on peut dire que la dimension, grâce à ça, c'est un invariant d'isomorphisme parmi les espaces vectoriels de dimension finie. C'est-à-dire deux espaces vectoriels sont isomorphes si et seulement si ils ont même dimension. Puisque si E et F ont même dimension, ils vont être isomorphes entre eux en passant par un espace vectoriel de forme normale, en quelque sorte, un espace vectoriel standard, celui-ci. Alors maintenant, comme petit exemple, si K est un corps fini, K évidemment je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est le corps sous-jacent à l'espace vectoriel, eh bien le cardinal de E, c'est Q puissance dim de E. Donc on voit en quelque sorte, ici, si on n'avait pas compris, que la dimension, c'est un logarithme. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, puisque c'est le mec qui se situe là-haut. On peut, grâce à ça, calculer le nombre de parties libres, calculer le nombre de bases. Voilà. Maintenant, voici d'autres exemples importants, fondamentaux. Dans la théorie des polynômes, eh bien, la dimension de l'anneau de polynôme k de x quotienté par un polynôme p non nul, l'idéal engendré par un polynôme p, c'est le degré de p. Ça va être important. Et ça permet, par exemple, de montrer que si on a alpha qu'on va chercher dans une extension de k, k de alpha, d'accord, est isomorphe, donc ça c'est le plus petit corps qui contient k et alpha, k de alpha est isomorphe à k de x quotienté par le polynôme minimal de alpha sur k. Le corollaire, c'est que p de alpha, si le polynôme p dans k de x
vérifie P de alpha égale 0, bah forcément il est divisible par le polynôme minimal, donc le degré de P est supérieur ou égal au degré du polynôme minimal, puisque le polynôme minimal le divise. Donc, d'après ça, il est supérieur ou égal à cette dimension-là, donc supérieur ou égal à cette dimension-là. Voilà. Mais on a mieux, on a l'égalité, si et seulement si P est égal au polynôme minimal, si P est unitaire. Et du coup, comme les polynômes minimaux dans la théorie des corps, ce sont des polynômes irréductibles, ça veut dire c'est si et seulement si P est irréductible sur K. Donc vous voyez que la dimension ici donne un critère d'irréductibilité, et un critère d'irréductibilité chez les polynômes, c'est toujours ça de bon à prendre. Hein. Voilà. Alors, on a aussi le théorème de la base télescopique, je le mets en rouge parce que là, c'est peut-être un petit peu plus fort. Cette partie-là, vous pouvez la garder pour l'agrégation externe, mais ça peut être dit à l'agrégation interne. Maintenant, regardons la dimension chez les sous-espaces vectoriels de E. Alors, je rappelle que les sous-espaces vectoriels de E, c'est un ensemble muni d'une inclusion, ordonnée en quelque sorte, et muni de deux opérations, l'addition et l'intersection. Attention, il n'y a pas de distributivité. Alors maintenant, regardons la dimension dans cet objet structuré, en quelque sorte. D'abord, si f est inclus dans G, alors la dimension de f est inférieure ou égale à la dimension de G. Avec, et ça c'est fondamental dans la dimension, égalité si et seulement si f égale G. Donc, quand on a une inclusion, juste la dimension qui est, ce qu'on disait tout à l'heure, un entier positif, nous donne une idée de l'égalité ou pas. Voilà. Et puis, vous avez la formule de Grassmann pour l'addition et l'intersection, qui mettent en dualité, en quelque sorte, l'intersection et l'addition. Cette formule de Grassmann qui est très très utile. Alors, bon, comme exemple de sous-espace vectoriel, vous avez les sous-espaces propres, et vous pouvez montrer que la dimension d'un sous-espace propre, pour une valeur propre lambda, on va se situer dans C, comme ça on a suffisamment de valeurs propres, et on va considérer un endomorphisme U, eh bien, la dimension de E lambda est toujours inférieure ou égale à la multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique de U. Et avec U diagonalisable, si et seulement si on a égalité, quel que soit lambda. Entre parenthèses, la dimension de K lambda, alors K lambda c'est le sous-espace caractéristique associé à la valeur propre lambda, et bien ça c'est égal à la multiplicité de lambda. Voilà, algébrique. Dans les exemples aussi de dimensions de sous-espaces vectoriels, je rajoute ici pour m'amuser le fait que ces dimensions peuvent être calculées aussi avec des séries génératrices. Ça c'est pas mal. On regarde un anneau de polynôme à m indéterminé. Et on regarde pour le degré total le sous-espace des polynômes homogènes en m indéterminé de degré n. Eh bien ça c'est un sous-espace vectoriel, évidemment. Et la dimension peut être calculée facilement grâce à une série génératrice, ici. Et on a la somme des dimensions ici. Alors je mets indice n et là z puissance n, je mets ma variable de ma série génératrice, vous pouvez prendre z complexe si vous voulez, et bien c'est égal à 1 sur 1 moins z puissance m. Du coup vous pouvez calculer ça très très facilement. Voilà, je l'ai mis en rouge. Bon, là je mets en rouge quand vous voulez mettre du level. Voilà, bon, on peut, je vous dis, cette leçon, c'est l'alpha et l'oméga. Donc maintenant, regardons la dimension sur les espaces L de EF, ou les espaces de matrice, si vous voulez. Donc ça, c'est les espaces d'application linéaire. Eh bien, la dimension de L de EF, qui est la dimension, parce que ça c'est isomorphe, c'est un invariant d'isomorphisme, on l'a dit, de M de Mn de K,
eh bien c'est la dimension de E fois la dimension de F. Mn, M, je vais dire que c'est E, et N, la dimension de F. Tant qu'on y est, tant qu'on est dans les endomorphismes, du coup pour les endomorphismes c'est facile, et la dimension des polynômes d'endomorphisme, eh bien c'est le degré du polynôme minimal de U. Ça c'est un exemple assez intéressant. En particulier, quelque chose de fondamental, c'est que la dimension du dual, le dual c'est L de E dans K, comme K est de dimension 1 sur K, évidemment, eh bien, vous avez que la dimension de E étoile est égale à la dimension de E. Et ça nous ouvre une porte vers ce qu'on appelle la dualité, dont j'ai parlé assez souvent sur cette chaîne. Vous avez aussi la dimension de K de U, donc ça c'est le sous-espace des polynômes d'endomorphisme, et bien sa dimension c'est le degré du polynôme minimal, et ça se fait grâce à ça. D'accord ? Bien ordonner, bien penser à ordonner les choses. Je mets en rouge des choses de gros niveau. Tout ça, vous pouvez trouver dans Histoire et de Nice de groupe et de géométrie, avec Jérôme Germany. Dimension du commutant de U, ben oui, c'est un sous-espace de Hand de E. Ce sont les endomorphismes qui commutent avec l'endomorphisme U. Eh bien, c'est la somme de 2K moins 1 dk, où dk c'est le degré des polynômes invariants de similitude. Ça c'est un peu difficile. Et vous avez aussi la dimension du bicommutant, c'est-à-dire les endomorphismes qui commutent avec les endomorphismes qui commutent avec U, eh bien on retrouve le degré du polynôme minimal. Il y a une stabilité, finalement. Ça c'est très instable, le commutant, mais le bicommutant est plus stable. Voilà. Alors maintenant, voilà, vous terminez ce grand 1 en beauté en disant, ben voilà, on a envie de calculer maintenant un objet de calcul pour calculer cette dimension de sous-espace vectoriel, et quelle est la dimension d'un espace vectoriel engendré par une certaine famille génératrice? Eh bien, ça, on peut l'écrire dans une base, matriciellement, et on aboutit à la notion de rang d'une matrice. Voilà. On passe donc au rang.